Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux trois lois de Kepler. Dans ce premier épisode, on va uniquement s'intéresser à la première loi de Kepler, la loi des orbites elliptiques. Alors avant toute chose, un brin de contexte historique. On est au début du XVIIe siècle et l'astronome Johannes Kepler s'appuie sur les observations extrêmement précises de Tycho Brahe pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Et à l'époque, il faut savoir que la vision dominante héritée de Ptolémée et perfectionnée par Copernic supposait des orbites circulaires et des vitesses constantes. Kepler, en analysant patiemment les données, découvre que ces hypothèses sont fausses, et formule trois lois fondamentales décrivant le mouvement planétaire. On a donc ici les trois lois. La première loi qui est celle des orbites elliptiques et qui va être celle qui va être développée ici dans cette vidéo. On verra dans une autre vidéo la deuxième loi de Kepler, la loi des airs, et enfin la troisième loi, la loi des périodes. Les lois de Kepler sont d'une importance extrême car elles ont marqué une rupture majeure dans l'histoire des sciences. Elles ont quantifié le mouvement planétaire avec précision et ont préparé le terrain pour la loi de la gravitation universelle de Newton qui en donnera l'explication physique, donc la force gravitationnelle entre le Soleil et les planètes. Alors il faut savoir que ces trois lois de Kepler sont des lois purement empiriques, c'est-à-dire basées uniquement sur des observations, et ce n'est que plus tard avec Newton qu'on aura eh bien, des démonstrations plus mathématiques. Plongeons-nous donc désormais dans cette première loi de Kepler, à savoir la loi des orbites elliptiques. Elle s'énonce de la manière suivante. Chaque planète décrit une orbite elliptique autour du Soleil, et le Soleil se trouve en l'un des foyers de cette ellipse. Autrement dit, le mouvement planétaire n'est pas circulaire, donc la planète ne décrit pas un cercle autour du Soleil, mais un mouvement qui est elliptique. Donc la planète forme une ellipse autour du Soleil qui est l'un des foyers de cette ellipse. Cette idée, elle est révolutionnaire pour l'époque et elle a permis d'expliquer avec précision les irrégularités observées dans le mouvement apparent des planètes. Voyons désormais un peu plus en détail ce qu'est une ellipse. Une ellipse est une courbe fermée définie par une propriété géométrique simple pour deux points fixes appelés foyers, F1 et F2, ou comme ici sur le schéma F' et F. Tout point M de l'ellipse vérifie la propriété géométrique MF1 plus MF2 est égal à une constante. Donc peu importe le point M qu'on va choisir sur l'ellipse, lorsqu'on le relie à l'un des foyers, on obtient une distance. Lorsqu'on le relie à l'autre foyer, on obtient une autre distance. Et lorsqu'on additionne les deux distances ensemble, on obtient un nombre qui sera constant, peu importe le point euh, qu'on choisit sur l'ellipse. Donc si on prend un autre point M situé ici, qu'on le relie à F', on aura une distance. Lorsqu'on le relie à F, on aura une autre distance. Et lorsqu'on additionne ces deux distances, eh bien on obtiendra la même chose que ce qu'on avait en effectuant la même opération avec le point M juste ici. Alors si maintenant les deux foyers sont confondus, donc F' et F se situent au même endroit, on aura un cercle, donc l'ellipse devient un cercle. Le centre de l'ellipse ici, grand C, est le milieu des deux foyers. On a aussi cette notion de demi-grand axe A qui correspond à la moitié de la longueur maximale de l'ellipse. Donc la longueur maximale de l'ellipse est caractérisée par 2A. Et le demi-petit axe petit b correspond à la moitié de la largeur maximale. Donc on peut voir ici que la largeur maximale sera équivalente à 2b. Le foyer solaire, quant à lui, est situé à une distance petit c du centre. Donc comme on le voit ici, on a un des foyers qui peut être donc, le foyer solaire. Et on peut voir ici avec le théorème de Pythagore, donc en traçant un triangle rectangle, que petit c obéit à la relation c carré est égal à a carré moins b carré. On peut également définir un paramètre d'excentricité, petit e, qui est égal à petit c sur petit a, et qui mesure en fait l'aplatissement de l'ellipse. Si l'excentricité est égale à 0, donc ça veut dire que le petit c est égal à 0 en fait, donc ça signifie que les deux foyers sont confondus, et donc l'orbite devient circulaire. Si l'excentricité est proche de 1 par contre, eh bien l'orbite elle est très allongée. Donc l'excentricité peut prendre des valeurs entre 0 et 1. Et dans le système solaire, l'excentricité est généralement faible. Par exemple, pour la Terre, on a une excentricité de 0,0167 à peu près.
ce qui correspond plus ou moins, ce qui se rapproche, on va dire, d'une orbite circulaire. Notre ami Kepler montre que le Soleil n'est pas au centre de l'orbite, donc il n'est pas situé ici au point grand C, mais dans l'un des deux foyers, F' ou F. Et cela explique pourquoi la distance entre la planète et le Soleil varie au cours du temps, et pourquoi la planète semble accélérer ou ralentir selon sa position. Ces deux points sont à l'origine de la deuxième loi, la loi des airs, qu'on abordera dans la prochaine vidéo. Alors on a droit quand même à une petite équation mathématique. Dans un repère polaire avec le Soleil au foyer, donc au point grand F, l'orbite d'une planète peut s'écrire r de θ est égal à a fois 1 moins e carré sur 1 plus e cos θ. Donc on a ici la variation du rayon orbital en fonction de l'angle θ. Donc en gros, comment varie r lorsque θ varie. Où r, donc c'est la distance entre la planète et le soleil qui est situé au niveau de l'un des foyers. Θ, c'est l'angle mesuré à partir du périhélie. Donc, le périhélie, c'est en fait le point le plus proche du foyer en question. A, ça reste donc toujours le demi-grand axe, et E, c'est l'excentricité qui est égale à petit c sur petit a. Donc cette équation montre comment R varie continuellement au cours de l'orbite. Alors on va conclure cette première vidéo de cette série consacrée aux 3 lois de Kepler avec une petite interprétation physique. La première loi ne nous dit pas encore pourquoi la trajectoire est elliptique, elle le constate expérimentalement à partir d'observations. Donc c'est ce que je disais au début de la vidéo, les lois de Kepler sont purement empiriques, uniquement basées sur des observations, elles n'expliquent pas le pourquoi, elles constatent juste les faits. Et c'est Newton, un siècle plus tard, qui démontrera que une force d'attraction centrale en 1 sur r carré eh bien, produit exactement des trajectoires elliptiques. Ainsi, Kepler a fourni la description géométrique du mouvement, et Newton en donnera plus tard l'explication dynamique. Voilà, c'est donc ici que se termine cette première vidéo consacrée aux lois de Kepler. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. A très vite pour une prochaine vidéo.